blanche. 40 nuances de Next. Vianney, tu es le fondateur de Citron. Citron, c'est une start-up spécialisée dans la transition énergétique. Si je résume, vous avez créé une plateforme SaaS qui permet de mesurer les gains d'énergie. C'est ça. Citron, c'est une société qui a une mission d'abord, c'est accélérer la transition énergétique des bâtiments. Et pour ça, on a une conviction, même une double conviction, c'est qu'on aura besoin d'un outil digital puissant et d'hommes qui seront capables d'utiliser cet outil, mais aussi de se déplacer sur le terrain pour pouvoir détecter des gaspillages énergétiques, proposer des actions de performance énergétique et suivre l'impact qu'elles pourront avoir. Parce que finalement, l'IMO, c'est un des gros chantiers pour travailler cette transition énergétique. Oui, à l'échelle mondiale, l'immobilier, enfin les bâtiments au sens large, c'est près de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Quand on voit le mal qu'on se fait en essayant de faire des économies, par exemple, sur notre transport aérien, le transport, c'est 2,5% des émissions de gaz à effet de serre. Alors ça reste beaucoup, il faut travailler sur ce point-là aussi, mais on peut aussi se dire que réduire de 12% ces émissions de gaz à effet de serre sur les bâtiments, c'est retirer plus de 2 fois les émissions de gaz à effet de serre liées aux avions. Est-ce que tu dirais que ce sujet autour de l'immobilier et de cette perdition énergétique, c'est quelque chose qui est bien compris, qui est connu ou qui est assez méconnu finalement ? Alors de mieux en mieux. Ça ne l'était pas du tout il y a une grosse dizaine d'années quand avec Maxime on a lancé Citron. Ouais. On était vraiment avec un bâton de pèlerin, ça n'a pas été très facile au démarrage. Maintenant, surtout en France, ça s'est quand même beaucoup démocratisé. Il y a eu des réglementations qui sont venues vraiment pousser le marché pour sensibiliser les différents décideurs et aujourd'hui on s'aperçoit que ça fait quand même globalement partie de toutes les feuilles de route RSE des entreprises et des collectivités. Donc tu disais vous avez monté cette aventure il y a un petit bout de temps maintenant. Là je m'entends en écho, c'est génial, un petit bout de temps maintenant. Qu'est-ce que toi aujourd'hui tu aurais à dire au monde de la tech, là aujourd'hui en 2024, au cœur de cette fourmilière, au cœur du réacteur Vivatech ? Alors au monde de la tech, c'est un monde qui a vécu un âge d'or il n'y a pas très longtemps et qui aujourd'hui en prend un peu plein la tronche. Tu veux dire que globalement c'est tenez bon. Et tu veux dire que c'était in avant et que là c'est un peu responsable ? Qu'est-ce que tu veux dire par en s'en prend plein la tronche ? Il y a quelques années, le financement était quelque chose de très accessible, très facilement. Il y avait des valorisations qui étaient stratosphériques et du coup on pouvait lever beaucoup d'argent sur des projets pas forcément rentables, même très rarement rentables et avec des niveaux de maturité pas très élevés. Aujourd'hui, le marché, suite à tout ce qu'on a pu voir, le contexte mondial, l'inflation, etc., c'est un petit peu retourné, le marché du financement. Et aujourd'hui, réussir à lever de l'argent, c'est pas forcément plus compliqué, mais ça nécessite d'avoir des KPI différents. Hier, il fallait une traction marché très importante et montrer qu'on avait du pipe. Aujourd'hui, il faut montrer qu'on est rentable, qu'on a un business model éprouvé et qu'on est capable de dupliquer. Donc le message, c'est vraiment tenez bon. C'est pas forcément très facile au quotidien. C'est un changement de modèle. En tant qu'entrepreneur, on a aussi un peu, c'est aussi un peu ce qu'on vient chercher. C'est ce type de difficulté, c'est vivre ce type d'aventure. Donc c'est vraiment tenez bon. Et c'est peut-être pas plus mal de chercher la rentabilité. Ça nous aidera peut-être aussi un peu à dormir la nuit. C'est peut-être plus sain. C'est peut-être plus sain, oui. Dans ton tenez bon, on sent aussi derrière un peu les up and downs ou les montagnes russes de l'entrepreneur. Tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, avec Maxime, avec mon associé, on a toujours parlé de vagues. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est clairement des moments d'euphorie où on a l'impression d'être le roi du monde et des moments où on a vraiment l'impression où tout va s'arrêter, tout va se casser la figure. J'ai un moment qui est vraiment un moment fort qu'on a partagé avec tous les associés de Citron à l'époque, enfin de Green Alternative même à l'époque, avant qu'on change de nom. C'est au bout de 4 ans d'activité, enfin pour dire d'activité, de travail, mais à faire un chiffre d'affaires proche de zéro. On commençait à se dire, ok, on avait monté une boîte pour être libre, pour gagner de l'argent, pour pouvoir être fiers de nous, etc. On est un peu fiers de nous parce qu'on a un rôle de CEO, mais à côté de ça, on ne gagne pas d'argent et puis on n'est pas du tout libre. On est complètement désemparé face à un marché qui n'est pas mature pour l'offre ou alors une offre qui n'est pas adaptée. Et en fait, on se fait une réunion entre associés et on se dit, bon les gars, on a essayé, bien joué, allez, on se tape dans le dos, mais on va peut-être arrêter parce que là, il est un peu le moment de gagner notre vie, ça devient un peu compliqué de ne pas avoir de salaire. Et au moment où on va prendre la décision, et c'est vraiment véridique, c'est pas le storytelling. C'est pas un storytelling. Au moment où on va prendre la décision, on est entre associés en réunion dans le bureau, et là, on a un appel du groupe Lagardère, et le groupe Lagardère nous dit, bon les gars, vous n'étiez peut-être pas les moins chers,
c'est pas vous qui aviez le plus d'expérience, mais on a ressenti une dynamique, on y croit. On veut travailler avec vous et on vous confie, à l'époque, l'audit énergétique de tout le groupe. Et alors là, c'est 250 000 € de contrat qui tombent du jour au lendemain. Là, c'est la danse de la joie. C'est la danse de la joie. La soirée derrière a été très sympa. On s'est vraiment, ça a vraiment été le moment up le plus important. Alors qu'aujourd'hui, des contrats comme ça, on en signe régulièrement, mais vraiment à l'époque, c'était vraiment exceptionnel. Et parce qu'on était très très en dessous, on s'apprêtait à tout arrêter. On était vraiment dans le creux de la vague et d'un coup, on est monté en haut de la vague. Et ça, c'était vraiment sympa. Et alors des exemples comme ça, on en a, mais plein. Plein. Qu'est-ce qui, dans ton secteur d'activité, fait débat, pose question aujourd'hui? Qu'est-ce que vous devez réussir à craquer aujourd'hui? Alors, il y a plein de problématiques tech et commerciales qu'il faut qu'on arrive à craquer. Mais globalement, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est convaincre notre écosystème de mettre les deux mains dedans. Aujourd'hui, quand je parle d'écosystème, c'est à la fois nos partenaires, nos clients, nos prospects, etc. Aujourd'hui, on est sur un métier qui est nouveau. La transition, l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est quelque chose d'assez récent, dans le sens plateforme digitale et conseil qui s'appuie sur des objets connectés, sur de la remontée de sous-comptage, etc. Donc, ce qu'il faut vraiment craquer, c'est la sensibilisation de ce marché, de notre marché, à l'acquisition automatisée de données. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire face à des prospects qui disent ok, vous me proposez ça, c'est effectivement quelque chose que je veux faire, mais je vais cocher la case, je vais prendre un truc pour commencer à travailler sur le sujet, mais ils ne mettent pas les deux pieds dedans. Et c'est quelque chose, pas tous, et c'est quelque chose qui est quand même très dommage, c'est qu'en mettant les deux pieds dedans, on a un retour sur investissement qui peut être très très rapide, en y allant pas à pas et vraiment de manière lente et très pondérée, on risque de dépenser des sous un petit peu sans jamais voir de retour sur investissement. Donc il faut y aller à fond, et en y allant à fond, on a des retours sur investissement qui sont à la fois financiers mais aussi environnementaux et même sociaux. Et donc c'est là qu'on voit aussi les bénéfices de la plateforme. Est-ce que, à l'occasion de ce Vivatech, tu aurais une info un peu inédite à nous confier dans ce format 40 nuances de Next? Ouais, alors on a fait le bilan des émissions de gaz à effet de serre qu'on a évitées en 2023. Okay. Et ça correspond à 160. Alors ça a été fait par iCare, qui est une société de conseil spécialisée en ça, qui est complètement indépendante de Citron. Et ils ont compté que je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est à peu près 160 allers-retours en A380 Paris-New York qui ont été évités. Énorme. C'est absolument énorme. Vous aviez une idée ou pas avant de faire ce chiffrage? Vous imaginez que c'était beaucoup, mais est-ce que vous aviez une idée? Alors non, on imaginait que c'était pas beaucoup, parce que pour être très honnête, aujourd'hui, on accompagne beaucoup nos clients sur de la réponse aux dernières réglementations. Et donc c'est beaucoup de la déclaration. Aujourd'hui, les entreprises, elles doivent déclarer leur consommation énergétique au même titre que vous et moi, on doit déclarer nos revenus pour pouvoir payer des impôts. Et bien les entreprises, c'est de la même manière. D'ailleurs. Oui, tout à fait. J'ai aussi sur en tête, c'est peut-être pour ça que mais donc les entreprises doivent faire ça chaque année, et du coup elles mettent toute leur énergie et tout leur temps pour pouvoir se mettre en conformité avec ces nouvelles réglementations, et ça vient au détriment des actions de performance énergétique qu'elles mettaient en place avant pour des raisons financières, qu'elles mettent en place aujourd'hui pour des actions réglementaires. Et donc j'espère, et c'est toute la dynamique qu'il faut qu'on réussisse justement à hacker avec la question de tout à l'heure, c'est les convaincre de maintenant d'y aller à fond pour répondre aux prochaines échéances réglementaires, mais aussi pour transformer ça en temps de retour sur investissement financiers et environnementaux tangibles, donc transformer ces contraintes réglementaires en opportunités économiques et financières. Et alors autrement dit, un monde où toutes les boîtes utiliseraient Citron, ce serait quoi? Ça serait un monde plus respirable, avec moins de catastrophes naturelles, où il ferait bon vivre, avec un climat plus tempéré. Moi, ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est quand je vois très régulièrement un certain nombre, il suffit d'allumer la télé tous les jours, en fait, il y a soit des inondations, soit des incendies, soit des ouragans récemment encore, etc. Le nombre de catastrophes naturelles qu'on peut observer. On peut aussi observer la qualité de l'air. Aujourd'hui, on est dans un monde où on vit tous quasiment, à la grande majorité, de manière très urbaine. On vit dans une qualité d'air qui est franchement pas dingue. C'est pour ça qu'on se bat. On se bat pour pouvoir faire en sorte d'accélérer la transition énergétique et donc limiter les effets du changement climatique. Et au-delà de toutes les consommations en ressources naturelles qu'il faudra bien remplacer un jour, il y a aussi l'impact que ça a sur notre vie au quotidien aujourd'hui, avec un nombre de catastrophes naturelles et un dérèglement climatique et une respirabilité qui est plus du tout sympathique. Non, en effet. Il attend toujours que je prenne ma respiration comme ça pour qu'on ait le moment. On attend le métro là, c'est ça? Non, ça veut dire qu'on va bientôt descendre, mais pas tout de suite, c'est à la prochaine station. C'est juste pour me dire que c'est bientôt. Moi, j'avais une autre question pour toi. J'aurais aimé savoir ce qui manque à la tech aujourd'hui. Ce
qui manque à la tech aujourd'hui, je pense que c'est un engagement des personnes, des jeunes qui veulent travailler dans la tech. Ouais. Aujourd'hui, je crois que c'est l'IME qui m'a donné ce chiffre-là, ou le MOUFJ qui m'a donné ce chiffre-là il y a pas très longtemps. L'Institut du mentorat entrepreneurial. Ouais, et le mouvement des jeunes étudiants entrepreneurs. 80% des jeunes diplômés qui rentrent sur leur premier job, ils le quittent dans les 12 mois. Et nous, aujourd'hui, on le voit et on l'observe d'ailleurs chez Citron, mais surtout dans toute la tech au sens général, on voit qu'il y a un taux de turnover qui est effrayant. Alors, je ne demande pas à ce qu'on revienne à des carrières de 40 ans comme nos parents ont pu les connaître. Par contre, aujourd'hui, des taux de turnover où les gens restent 2 ans, 3 ans, grand maximum, eh ben, ça nuit vraiment au développement des entreprises. Et je trouve que ça nuit aussi à la qualité de travail des personnes qui travaillent et qui se projettent d'ailleurs souvent à plus long terme, parce que pour avoir un turnover autour de 3 ans, il y a des gens qui restent 5 à 10 ans. Ouais. Et donc, pour ces personnes-là aussi, c'est moins sympa. Moi, j'ai beaucoup moins de plaisir à venir travailler au bureau quand les équipes changent beaucoup. Je préfère créer une relation longue distance, une culture, des vraies relations et des échanges avec des personnes avec qui on se projette sur le long terme. Donc ça nécessite plein de choses, bien recruter, créer une culture d'entreprise, créer des conditions de travail qui soient optimales. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi besoin de sensibiliser les gens qui rentrent dans la tech. C'est pas forcément un effet waouh, baby-foot, machin. Il faut vraiment sortir de ces stéréotypes-là. C'est des vraies entreprises avec des vraies responsabilités, une charge de travail qui parfois, en fonction des postes, peuvent être conséquences aussi. Ouais. Donc, je pense que ce qui manque à la tech, c'est l'engagement des personnes qui rentrent dedans, notamment les jeunes diplômés, d'une partie des personnes et notamment des jeunes diplômés. Et donc, j'ai vraiment envie de dire aux gens, posez-vous la question 2 fois avant de venir. Et engagez-vous. Et engagez-vous, exactement. On a adapté ce format 40 nuances de Next en un format beaucoup plus court, donc c'est hyper frustrant parce que j'aurais plein de questions à te poser, mais je n'ai pas le temps. En revanche, on a gardé quelques rubriques et notamment la rubrique de la claque. Vianney, tu nous partages ta plus grosse claque? Ouais, alors ma plus grosse claque, j'allais dire c'est mon associé qui me l'a mise. Un petit peu, mais c'est surtout un contexte global. En 2017, on est une société de conseil, on fait à peine 1 million d'euros de chiffre d'affaires, on a beaucoup de mal à se développer, on se rémunère très peu, on doit être au SMIC ou quelque chose comme ça avec mon associé, et on travaille comme des dingues. Et ça a poussé mon associé, en se donnant à fond, à faire un burn-out. Et donc ça a été une énorme claque, parce que déjà il a fallu qu'on se remette en question énormément entre associés sur nos relations, sur comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on travaille avec nos équipes, qu'est-ce qu'on veut en étant entrepreneur, se réorganiser, puis se reposer des questions aussi. Est-ce qu'on est fait pour ça? Parce que est-ce qu'il faut qu'on reste? Il y a eu beaucoup de questions, et globalement, cette claque-là, aujourd'hui, je la vois comme un effet mais ultra positif, parce que c'est ce qui nous a fait sortir la tête du guidon. C'est ce qui nous a fait nous appuyer sur nos mentors à l'époque que, encore une fois, le MOUFJ et l'IME nous avaient permis d'avoir. Et c'est ce qui nous a permis aussi, tout simplement, de prendre du recul, de voir que notre métier, c'était finalement que, avec beaucoup de guillemets, collecter de la donnée, l'analyser et restituer des recommandations. Et c'est ce qui nous a poussé à la digitaliser. Et c'est ce qui a fait que 2 ans après, on a eu 4 années de croissance assez dingue, et qu'on est passé de 15 à 150 personnes en très peu de temps. En tout cas, ce sujet de la santé mentale des dirigeants, c'est un sujet qui commence à être de plus en plus mis en avant, parce que c'était quand même un gros tabou, ça reste quand même un tabou quand on est entrepreneur de dire j'ai fait un burn-out. En tout cas, ce témoignage que tu fais là en expliquant que vous en avez fait une force derrière pour vous réorganiser est hyper important pour ceux qui nous écoutent. Peut-être que je crois que tu as aussi envie d'être président de la République en fait. Faut pas dire ça parce que je fais. Je ne vais pas le dire. Vianney, tu prends la plus haute fonction de l'État. Quelle est la première mesure que tu prends? Alors, on va dire dans un contexte économique et dans un contexte vraiment purement développement de l'entrepreneuriat. Ouais. Alors déjà, je pense qu'il faut le dire quand ça marche, et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même une dynamique qui est vachement intéressante depuis quelques années au plus haut de l'État en termes de développement et de favorisation de l'entrepreneuriat, et je pense que c'est bien, il y a des super résultats, il faut continuer. Aujourd'hui, si je devais réfléchir à une idée, d'ailleurs je crois qu'il y a un projet sur le sujet en ce moment, ça serait de réduire les accès au chômage, ou de diminuer les facilités d'accès au chômage pour les métiers qui sont en tension. Je le vois moi dans notre secteur, c'est très difficile de recruter, il y a très peu de monde sur le marché, mais à côté de ça, il y a un turnover très important. Et aujourd'hui, je pense que si le chômage était un petit peu moins accessible pour ces personnes qui trouvent un job du jour au lendemain, s'ils en ont vraiment besoin et s'ils en ont vraiment envie,
et ben ça mettrait plus de monde sur le marché très rapidement. Et en fait, je le vois, moi, quand on a des départs chez Citron, quand quelqu'un veut partir, il lui demande une rupture. En arrivant à la plus haute fonction de l'État, j'essaierai de remettre un pied pour avoir les moyens de partir en vacances, c'est super. Travailler pour cotiser à une assurance chômage, c'est super. Par contre, utiliser une assurance quand vous en avez besoin et pas pour des raisons de confort. Donc je durcirai un petit peu ça. Je crois qu'il y a un sujet en ce moment sur la table, que Gabriel Attal travaille sur le sujet, et je le pousse à y aller à fond. À y aller à fond. Ce stand, il a été rendu possible notamment par notre partenaire Peugeot, qui a une question pour tous nos entrepreneurs qui passent sur le plateau. Quelle carte, selon toi, la tech française doit-elle jouer dans la compétition mondiale ? Eh bien, je pense que la tech française, elle doit se mettre au service des entreprises, des très grosses entreprises qui jouent un peu à cette concurrence mondiale, typiquement comme le groupe Peugeot. Et du coup, j'aurais tendance à dire à Peugeot, venez... Alors pas les premiers parce qu'on travaille déjà avec quelques-uns de leurs confrères que je citerai évidemment pas, mais il faut que des entreprises de la taille de Peugeot, dont Peugeot, se saisissent de la transition énergétique pour leur métier. Donc évidemment, il faut faire des voitures qui consomment moins, etc., mais aussi pour leurs bâtiments. Leurs bâtiments, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est des éléments qui consomment beaucoup. Alors, c'est les bâtiments au sens large, les Peugeot, en l'occurrence, je ne les connais pas, mais qui consomment énormément, qui leur coûtent de l'argent, et qui émettent des émissions de gaz à effet de serre. Et ben, je pense qu'aujourd'hui, dire à ses clients qu'on est respectueux de l'environnement, avoir des finances saines, ça permet d'investir sur des nouveaux produits, des nouveaux modèles, etc. Donc je pense que c'est clairement que la transition énergétique est un des éléments importants pour pouvoir jouer des coudes dans la compétitivité mondiale. Vianney, tu as 2 téléphones devant toi, un jaune, un noir. Il faut choisir entre les deux. Exactement. Et tu le décroches. Tu décroches celui que tu veux. D'accord. Il y a un impact en fonction de... Il y en a un, c'est quelqu'un qui va me poser une question sympa et l'autre pas sympa, c'est ça ? Non, même pas. Non, c'est pas ça. Ok. Alors... Bonjour, je t'appelle du futur. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais aujourd'hui pour que mon présent soit meilleur en 2325 ? Je compte sur toi. 2325. 2325, que faire pour que le futur soit meilleur ? Alors là, c'est un peu une question facile pour moi, mais j'ai un peu l'impression d'y avoir aussi un peu répondu. Bon, alors évidemment, il faut réduire ses consommations d'énergie. Évidemment, il faut réduire son empreinte environnementale pour avoir un environnement plus respirable, pour pouvoir continuer à vivre de plus en plus nombreux en plus sur notre planète. Je pense aussi qu'il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Ça rejoint un petit peu mon message de tout à l'heure. Je pense qu'on arrivera à innover. Enfin, moi, je suis un fervent défenseur de l'innovation pour réussir à continuer à grandir dans un monde qui, lui, ne grandit pas. Ouais. Donc d'être de plus en plus nombreux sur une planète, du coup, de plus en plus petite au regard du nombre de personnes qu'on est. Et je pense que cette innovation, elle viendra si on arrive à travailler tous ensemble et si on arrive à être efficace en travaillant tous ensemble. Et pour ça, je pense qu'il faut qu'on s'engage. Je pense qu'il faut qu'on se donne à fond. Et c'est tout aussi dur de réussir à se mobiliser comme ça que d'avoir une super idée ou d'avoir des super financements pour lancer sa boîte. S'engager et s'engager à tous les niveaux. Merci Vianney d'être passé par notre station. Le métro va s'arrêter. Merci. Mais on te retrouve sur toutes les plateformes d'écoute. Feuille blanche. 40 nuances de Next.